Salut, ceci est la vidéo qui fait suite à celle que j'ai réalisée en partenariat avec Dassault Systèmes. Alors si vous ne l'avez pas encore vue, le lien est dans la description, ça s'affiche aussi ici. Je vous invite à aller la voir d'abord. Et j'en profite aussi pour rappeler que cette vidéo-ci, elle n'est pas sponsorisée. J'ai pas été payé pour la faire et personne ne m'a demandé de la faire. Et puis comme il s'est passé un peu de temps depuis la précédente, du coup je vais en profiter pour apporter quelques précisions suite à des commentaires que j'ai vu passer. Tout d'abord, j'ai vu passer des commentaires qui disaient que le cerveau n'a pas encore été cartographié et que c'était incorrect de dire qu'il avait déjà été intégralement modélisé. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que Dassault Systèmes, ils ont modélisé l'intégralité du cerveau humain. En revanche, comme je le disais déjà dans la dernière vidéo, c'est pas parce qu'ils l'ont modélisé que ça y est, tous les mystères du cerveau sont résolus. Ils sont pas capables, par exemple, pour l'instant, de pointer vers un neurone et de dire ce neurone, il sert précisément à ça. Ça rejoint un peu ce que je disais justement quand je disais qu'ils n'avaient pas soigné Alzheimer. C'est pas le rôle, encore une fois, cette modélisation, c'est un outil qui est mis à la disposition des chercheurs pour que eux, oui, soient en mesure, à terme, de soigner des maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Deuxièmement, j'ai vu passer des commentaires qui disaient que le jour où ils auront modélisé l'intégralité d'un corps humain, il sera possible de nous cloner virtuellement, intégralement, et alors ce clone virtuel se comportera comme nous. Un peu comme si on avait transféré notre conscience dans ce clone virtuel, dans cet ordinateur. Et c'est pas le cas. Alors pour expliquer ça, je vais faire une analogie avec un truc qui n'a pas grand-chose à voir, et comme toutes les analogies, ça a ses limites. Je vais essayer de faire simple. Cette analogie, ça concerne les composants FPGA. Alors, je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet, mais juste, c'est quoi un composant FPGA? C'est un composant électronique qui est constitué de tout un tas de portes logiques, comme absolument n'importe quel microcontrôleur, à la différence près que, dans un composant FPGA, leur architecture est parfaitement reconfigurable. On peut les arranger comme on veut. Ce que ça signifie, par exemple, c'est que vous pouvez reproduire matériellement l'architecture d'une NES ou d'une Super NES ou d'une Neo Geo. Et si vous le faites, vous vous retrouvez avec matériellement exactement la même architecture que si vous aviez une Neo Geo. Et j'insiste, c'est matériel, c'est pas logiciel, c'est pas comme installer un émulateur sur votre PC. Pourtant, une fois que vous avez arrangé votre composant pour que ce soit vraiment matériellement une Neo Geo, si vous essayez de jouer avec, il ne se passera rien. Parce qu'une Neo Geo, ça a aussi un système d'exploitation. Ça a un programme qui tourne. L'histoire du corps humain chez Dassault Systèmes, c'est un peu la même chose. C'est pas parce que vous allez pouvoir reproduire l'intégralité physique du corps que vous allez avoir une conscience. J'ajoute par ailleurs que pour l'instant, il n'est pas question d'avoir l'intégralité du corps humain modélisé jusqu'au niveau de la molécule d'ADN sur l'entièreté du corps en même temps. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la taille du supercalculateur qu'il faudrait pour ça. Quand on dit qu'ils vont pouvoir simuler l'intégralité du corps humain, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo avec le fameux diviser pour mieux régner, c'est soit bout à bout, soit à différentes échelles, mais pas 140 000 milliards de cellules, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de chaque cellule en même temps. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous allez avoir une copie virtuelle de votre cerveau que celle-ci va se mettre à penser comme vous. Voilà, c'est pas l'objet. Ce qui nous amène au sujet de la vidéo du jour. Et alors je préfère vous prévenir tout de suite, ce sujet va peut-être moins vous hyper. Parce qu'il est moins question de nouvelles technologies, de métaverse ou de je sais pas quoi. En revanche, je prétends que ce sujet est au moins aussi important que le précédent. Et ce sujet, c'est les essais cliniques. Alors déjà, un essai clinique, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Classiquement, le but d'un essai clinique est le suivant. Il y a une équipe de chercheurs qui pense avoir mis au point un médicament contre telle maladie. Donc ils ont besoin de tester d'abord, 1, si ce médicament n'est pas dangereux pour la santé, 2, s'il est efficace contre cette maladie, 3, dans quelles conditions est-ce qu'il est efficace contre cette maladie, et 4, est-ce qu'il est efficace à long terme, et est-ce qu'il peut provoquer ou non des effets indésirables. Et la méthodologie d'un essai clinique est parfaitement réglementée, elle suit la méthode scientifique, tout simplement parce que c'est la seule méthode connue à ce jour qui nous permette de façon aussi sûre et objective que possible de garantir les résultats. Et cette méthodologie tient en 4 étapes, même si en réalité c'est 5, mais vous allez voir, la première étape, en fait, elle ne fait pas vraiment partie de ce qu'on appelle les essais cliniques. La première étape, qu'on appelle étape préclinique, c'est la partie où les chercheurs cherchent. C'est là où ils essayent de mettre au point une molécule qui va permettre de lutter contre telle maladie. Voilà.
Donc c'est là où ils bossent avec des cultures de cellules, ils font des tests in vitro, éventuellement ils font des tests sur des animaux, mais c'est tout ce qui se passe avant qu'on commence à s'intéresser aux tests chez l'humain. Et typiquement à cette étape, les logiciels dont je parlais dans la dernière vidéo, ils peuvent être utiles parce qu'ils peuvent permettre de simuler le comportement au niveau cellulaire de ce qui se passe quand on introduit cette molécule, par exemple. Ça permet de simuler physiquement et chimiquement ce qui se passe. Une fois que cette étape est terminée et que les chercheurs pensent avoir un candidat pour justement lutter contre cette maladie, là on entre dans la phase 1 des essais cliniques. C'est la phase qui va permettre de déterminer si ce médicament il n'est pas dangereux pour la santé. Dit autrement, la phase 1 des essais cliniques permet de cerner la toxicité du médicament sur le corps humain. Oui, parce qu'on sait bien qu'une molécule peut se comporter différemment sur quelques cellules in vitro ou sur un organisme in vivo. Par exemple, il y a une molécule dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle l'hydroxychloroquine. Il faut savoir que c'est une molécule qu'on teste in vitro sur des virus depuis des décennies. Et sans même commencer à parler du Covid, ça fait depuis les années 90 qu'on connaît l'efficacité de l'hydroxychloroquine in vitro contre des virus comme celui de la rage, de la poliomyélite ou du sida. En revanche, in vivo, les effets peuvent être totalement opposés. Par exemple, il y a des tests qui ont été réalisés en 2012 qui ont permis de montrer que l'hydroxychloroquine non seulement n'était pas efficace contre le sida dans l'organisme in vivo, mais en plus c'était néfaste. Évidemment, les liens sont dans la description. Du coup, on a notre phase 1, celle dans laquelle on va donner notre médicament à des volontaires, mais qui ne sont pas malades, des volontaires qui sont sains. Ça, c'est important. En général, on est sur un panel de quelques dizaines de personnes, moins de 50. Voilà. Et cette phase-là va permettre de valider un certain nombre de choses. Déjà, est-ce que ce médicament est dangereux pour l'organisme? Ensuite, qu'est-ce qui devient dans l'organisme une fois qu'il a été ingéré? Et puis, est-ce qu'il y a des seuils de tolérance? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Etc. Oui, parce que le but de cette phase, c'est pas seulement de valider la non-dangerosité du médicament, même si c'est le truc le plus important, bien sûr, mais c'est également de commencer à déterminer ce qui pourrait être une posologie, un dosage. Parce que vous comprenez bien que selon que le médicament est évacué de l'organisme en 1 heure ou en 1 semaine, la posologie ne va pas être la même. Ah, et un truc très important aussi, ça me semble tellement évident que j'allais oublier d'en parler, un essai clinique peut être interrompu à tout instant. Il y a tout un tas de critères objectifs, d'indicateurs, etc., à valider pour passer à la phase suivante. Et évidemment, tant qu'on n'a pas ces critères-là, on ne passe pas à la phase suivante, mais par ailleurs, on peut aussi interrompre à tout moment. Auquel cas, on repart travailler en labo sur la paillasse. Mais bon, si tout s'est bien passé, normalement, à ce stade-là, on passe à la phase 2, qui peut elle-même être divisée en 2 sous-phases, mais selon la nature des tests qu'on fait, la frontière entre ces 2 sous-phases peut être floue. Le but global de cette phase, là pour le coup, ça va être d'essayer de déterminer le dosage optimal de médicaments pour combattre la maladie. Et donc du coup, les volontaires, ça va être des volontaires malades, avec la maladie vraiment la plus proche et la plus précise possible de ce que le médicament est censé combattre. Le but étant justement de déterminer de quelle façon l'organisme malade va répondre au médicament en termes de bénéfice-tolérance. Cette phase est généralement réalisée sur quelques centaines de patients, entre 100 et 500. Malheureusement, ça dépend aussi beaucoup de la rareté de la maladie. Et en termes de sous-phase, on va avoir la phase 2A, dont l'objectif va être de déterminer la tolérance de l'organisme malade au médicament, et la phase 2B qui va permettre de déterminer le bon dosage thérapeutique pour l'usage de ce médicament. Vous noterez qu'à ce stade, on ne s'intéresse pas encore à savoir si le médicament fonctionne. Hein? Non mais, ça peut être un peu étonnant comme ça, mais à ce stade, bien sûr, les soignants peuvent constater que la personne va mieux, mais il est absolument interdit d'en tirer la moindre conclusion scientifique. Pas à ce stade pareil, on peut bien sûr tout interrompre, mais si tout se passe bien, on va maintenant entrer dans la phase 3. Et la phase 3, c'est à celle-là que les gens pensent quand on pense essai clinique. Là, le but, il est clair, il est net, c'est déterminer l'efficacité du médicament. Point. Là, on va prendre un échantillon de volontaires qui est plus grand, quelques milliers de personnes, étant entendu que plus on en a, plus le résultat va être convaincant. Et on fait appel alors à la méthode et je sais que vous avez déjà entendu ce nom-là, la méthode de randomisation en double aveugle. Il faut savoir que c'est la méthode la plus indispensablement nécessaire, ça veut rien dire, mais vous avez compris, pour avoir confiance dans les résultats. Je vous explique simplement comment ça se passe, voilà. Si on veut s'assurer que le médicament fonctionne, déjà, il faut s'assurer que, si ça fonctionne,
c'est bien le médicament qui fonctionne. Ça permet d'éviter des conneries du style « Tiens, j'ai un rhume, je mange une banane par jour pendant 8 jours, au bout de 8 jours, j'ai plus de rhume, donc c'est la banane qui soigne le rhume. » Non, des fois il y a des maladies, le corps se soigne. Tout seul. Il n'y a pas besoin de cristaux de quartz ou de pierres magiques ou je ne sais quoi. Voilà, donc peut-être que la maladie disparaît toute seule parce qu'elle disparaît toute seule. Peut-être qu'il y a autre chose qui fait qu'on guérit. En tout cas, il faut en avoir le cœur net. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre groupe, on le scinde en deux et à la moitié du groupe, on va donner le médicament dont on cherche à valider l'efficacité. Et puis à l'autre moitié du groupe, on va leur donner grosso modo de l'eau et du sucre. Je ne sais pas précisément, enfin, on va leur donner ce qu'on appelle un placebo. C'est-à-dire qu'on va leur donner un truc qui est censé n'avoir aucun effet. Ni bénéfique, ni néfaste. C'est censé rien faire. Ce qui fait que du coup, si les gens qui prennent le placebo sont soignés aussi bien que les gens qui prennent le médicament, bah, c'est que le médicament ne fait pas grand-chose. Et donc, ce qu'on appelle randomisation, c'est le fait que cette séparation en deux groupes se fait par un tirage au hasard. Il n'y a aucune décision manuelle pour dire « toi, tu vas là », et toi, tu vas là. Full aléatoire. Et ça s'appelle en double aveugle parce que non seulement le patient lui-même ne sait pas s'il reçoit le vrai médicament ou le placebo, ça c'est le simple aveugle, mais les soignants eux-mêmes ne savent pas s'ils donnent le vrai médicament ou le placebo. Double aveugle. En gros, et alors je dis en gros parce qu'il y a évidemment toujours plein d'étapes à valider, plein de critères, plein de cases à cocher, mais en gros à ce stade, on cherche à vérifier que les gens qui ont reçu le vrai médicament guérissent mieux ou en plus grand nombre que ceux qui ont reçu le placebo. Sinon, c'est que ça ne sert à rien. Si cette phase 3 est validée, à ce moment-là, on fait une demande d'autorisation de mise sur le marché. Et là, il y a un organisme compétent, celui qui a le droit d'accepter ou de refuser de mettre un médicament sur le marché, qui va prendre les résultats des essais cliniques, ils vont étudier tout ça, ils vont vérifier que tous les critères sont remplis, et ils vont accepter ou refuser de mettre le médicament sur le marché. Et si cette mise sur le marché est acceptée, eh bien, le médicament entre dans les pharmacies et on entre dans la 4e phase, la plus longue des essais cliniques, la phase dite de pharmacovigilance. Le but de cette phase, qui va durer des années, voire des décennies, c'est d'étudier le comportement de ce médicament à long terme. Savoir s'il apparaît au bout de plusieurs années des contre-indications, des effets indésirables sur peut-être telle ou telle population en fonction de tel ou tel critère. Par exemple, quand j'étais gamin, et les gens qui sont de ma génération s'en rappelleront peut-être, il y avait un médicament pour soigner le rhume qui était particulièrement efficace, qui s'appelait le Dénoral. C'était un truc qui vous débouchait le nez, mais c'est-à-dire que vous preniez, puis au bout d'une demi-heure, c'est ah, j'ai plus de rhume. C'était ultra efficace, et ça contenait un vasoconstricteur à base de phénylpropanolamine, ou PPA. C'était ça qui était responsable de déboucher le nez. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans certains cas très rares, ce PPA pouvait provoquer des effets indésirables allant jusqu'à l'hémorragie cérébrale, ce qui n'est pas bon. Donc en 2001, retiré de la vente. Mais sans aller jusqu'à ces cas extrêmes, on peut après quelques années se rendre compte que peut-être ce médicament il n'est pas vraiment indiqué pour les gens qui font de l'hypertension ou pour les femmes enceintes, voilà, par exemple. Donc on peut, sans le retirer de la vente, mettre à jour la liste des contre-indications. Ou alors, un médicament qui était délivré sans ordonnance, dire bon à partir de maintenant, il faut qu'il soit délivré avec ordonnance. Ce genre de choses. Si vous vous rappelez, pendant le Covid, il y a un vaccin qui a été mis en vente, l'AstraZeneca, qui a été contre-indiqué pour les moins de 65 ans. Mais les plus de 65 ans pouvaient continuer de le prendre. La réglementation et les contraintes légales en termes de pharmacovigilance sont tellement complexes que ça explique, selon moi, pour quelle raison est-ce que vous verrez que très peu de youtubeurs faire une vidéo en partenariat avec un laboratoire pharmaceutique au sujet d'un médicament donné. Parce que c'est complexe, sa race. Notamment parce que ça implique une obligation légale de modération des commentaires, pour que si jamais quelqu'un dans le commentaire dit « Ah, moi j'ai pris ce médicament, j'avais un peu la nausée pendant 3 jours », et bien cette info-là, il faut que ça remonte. Bref, la phase 4, c'est la phase la plus longue, c'est pas la moins complexe, mais c'est ce qui clôture ce qu'on appelle les essais cliniques. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? En faisant suite à une vidéo sur la modélisation 3D des organes du corps humain. Quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est qu'en 2019, la société Dassault Systèmes a déboursé 5 milliards de dollars pour acheter une société américaine qui s'appelle Medidata Solutions, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans les logiciels analytiques des sciences de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que Medidata? Medidata, c'est une entreprise que Dassault Systèmes a rachetée il y a quelques années et qui, en fait,
permet de faire des tests cliniques de manière beaucoup plus globale et beaucoup plus rapide. 20 years ago, when we started the electronic data capture system, RAVE EDC, and that's kind of the first program that we started. It was the very first of its kind. Back in the day, patients were, the data was collected through pen and paper. Stacks of papers were then sent to the FDA for them to go through, see if a treatment was viable, if it could be something that's applicable to the patients. And so, as you can imagine, going through stacks of paper, you're prone to error. If everything's pen and paper, you have to keep rewriting the data, and it just takes very long. So what we wanted to do was try to make treatments available faster for patients. How do we do that? Technology. So through the RAVE EDC platform that we created, we call it our Metadata Clinical Cloud. It's where the data is captured. We've created patient-facing programs called the Patient Cloud, which is all the patient-facing technologies such as digitally consenting a patient, so electronically having them consent instead of pen and paper. Patient-reported outcomes, which they can open up their app and say how they're feeling for the day. Answer a couple questions to kind of keep them going with the trial instead of going into the site, having their measurements taken. You can video visit with your physician. You can log into your own MyMedidata patient portal to track your clinical trial, whether you're in a trial, out of a trial, going to a next trial, join a registry at trial. So endless opportunities for patients to participate in clinical research outside of a traditional trial setting. So that's where we start getting into the decentralized clinical trial space. The future is DCTs. DCTs are here to stay. The pandemic kind of made everyone shift focus from traditional trial sites to kind of making this hybrid version of having some trial visits, site visits, and then some of it being decentralized. How do we do that? Again, with digitally enabling patients to consent, video visiting, and getting their data collected from home. Notamment au moment du Covid, la partie vaccin a été faite grâce aux outils Medidata. Bon, donc le principe est le suivant, et vous allez voir que c'est raccord avec la vidéo d'avant. En tout premier lieu, Medidata, ça fournit un outil, une plateforme. L'idée, c'est de faciliter la mise en œuvre d'un essai clinique, et plus spécifiquement de la phase 3. Oui, parce que phase 1, il y a besoin de 30 ou 40 ou 50 volontaires sains. Il n'y a pas besoin d'utiliser une plateforme pour ça. Phase 2, éventuellement, Medidata peut déjà être dans le coup. Voilà. Mais c'est sûr que c'est vraiment pour la phase 3 qui a besoin d'avoir un vrai outil. Parce que la réalité des essais cliniques, d'un point de vue pragmatique, c'est que la phase 3 doit avoir un échantillon de patients le plus large possible. Et parce que la médecine, c'est pas vraiment une science exacte, vous voyez. On est un peu à la frontière entre les sciences dites dures, comme les mathématiques, la physique, la chimie, et les sciences humaines. Et alors, deux choses immédiatement avant que vous commenciez à tapoter sur votre clavier parce que je vous vois. D'abord, les sciences humaines, c'est de la science, d'accord? C'est vraiment de la vraie science. C'est pas des fausses sciences. C'est pas parce que c'est pas une science exacte ou une science dure que c'est pas une vraie science. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je sais bien que ce que je vais dire là est pas tout à fait correct, ok? Vous énervez pas. Le but, je suis pas en train de donner un cours là. Le but, c'est juste que vous sentiez pour quelles raisons c'est important. Une expérience en physique, par exemple, dans les mêmes conditions, si vous la reproduisez, eh bien, il va se passer la même chose. Je ne parle pas de physique quantique. En chimie, si vous effectuez une réaction chimique, si vous connaissez vos composants au début, vous êtes capable, avant même de réaliser cette réaction chimique, vous êtes capable de prédire précisément ce qui va se produire. Pour le dire très grossièrement, dans les sciences dures, vous pouvez avoir des expériences dont le résultat va être, je sais pas moi, 2. Voilà. Le résultat, c'est 2. Dans les sciences molles, en général, c'est beaucoup plus flou que ça. C'est extrêmement rare d'avoir une expérience en psychologie ou en sociologie dont le résultat est pile 2. En général, c'est plutôt autour de 2, environ 2. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Et donc en médecine, c'est pas parce que vous aurez testé le médicament sur un patient et que ce patient guérit que vous pouvez dire « Hey, mon médicament, il marche ». Vous pouvez pas savoir ce qui a fait que ça a marché. Vous pouvez pas savoir si ça a marché. Peut-être que le patient allait guérir de toute façon, peut-être même que le médicament a retardé la guérison du patient. Vous ne savez pas. Ou peut-être aussi effectivement que oui, le médicament a fonctionné sur ce patient. Parce que son groupe sanguin, c'est A+. Bref, et ça fait toujours partie de cette méthode scientifique. Pour avoir confiance dans les résultats de si ce médicament fonctionne ou pas, il vous faut l'échantillon le plus large possible, que ce soit
non seulement en termes de sexe, de tranche d'âge et de santé générale, mais également et pourquoi pas en termes de diversité sociale, ethnique et culturelle. Et parce que par exemple, deux personnes qui n'ont pas la même culture n'ont pas nécessairement le même régime alimentaire, et ça peut jouer. On n'est pas un peu loin du sujet là? Non, au contraire, on est au cœur du sujet là, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une des grandes difficultés des essais cliniques, c'est la disponibilité des patients. Et il y a deux critères qui rentrent en ligne de compte. D'abord, évidemment, et c'est la partie la plus contraignante, il faut être porteur de la maladie que le médicament vise à combattre, mais parfois même de telle variante, telle sous-variante de cette maladie, à tel état d'avancement de cette maladie, etc. Et deuxièmement, il faut être physiquement disponible. C'est-à-dire, si moi je suis malade et que demain il y a un essai clinique à Chicago, je ne peux pas en être. Et à ça, il faut peut-être aussi ajouter des contraintes dont on n'a pas nécessairement l'habitude en France, mais qui peuvent exister dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Par exemple, le fait qu'un des volontaires qui est malade, il n'a pas d'assurance maladie, et donc il ne peut pas se permettre de rater des jours de travail, parce qu'un essai clinique, il faut aller à l'hôpital, peut-être 20, 25, 30 fois, 50 fois, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup. Il ne peut pas se permettre de poser 20, 25, 30 jours de congé. Il ne peut pas. Et du coup, ça peut être un peu compliqué d'avoir un panel vraiment représentatif de la population pour un essai clinique. If you live too far from a clinical trial site, you can participate. If you're too sick to go to a clinical trial site, you can participate. It also opens up socioeconomic barriers. So if you have financial responsibilities, you have to go into work, you have children you have to take care of, you don't have to worry about taking a day off of work to go to a trial site, you don't have to worry about putting your kids into daycare. You can participate while you're at work. Open up your app, report how you're feeling, have sensors, monitor your data, track your data. And traditionally, yes, some visits will still have to take place at the clinical setting, but instead of doing 20 site visits and having to go through 20 days of traveling to a site, you may only have to do 5 site visits. And some clinical trials could be fully decentralized, where everything happens remotely from the home. So this new method of treating patients is not only enabling a broader range of patients and diversity, therefore bringing better treatments to patients. You're no longer looking at just one patient type, you're looking at a diverse group of patients. We're also enabling treatments to come to the patient faster as well. Ce que Medidata propose, c'est un ensemble d'outils qui permettent de monitorer les patients volontaires à distance. So these are all examples of different wearable sensors, right? So this one over here measures blood pressure continuously. This is a 6-lead EKG. So you hold it in your hands and you put it against your knee, and it can take an EKG reading. This is an app which can use your voice to determine whether you have any cognitive issues. So, and it's in applications like Alzheimer's and dementia. It captures data points based on your audio, and it runs an algorithm that can then determine whether or not your cognitive function is in decline or improved. So it can tell, for example, it can tell if I mistake choosing my words, if I have aphasia, something like this. Yes. Yes. So it runs. So you essentially speak to the system, and you read out various phrases, little short paragraph, and the algorithm will then take that recording, compare it against other recordings that you've made over time, and that can help them determine, whether or not you have aphasia or if it's, a mistake in that moment, things like that. Wow. And then this one is a temperature tracker. So this does continuous temperature monitoring. So in healthcare, there are 2 ways to take your temperature. Your core temperature, so one is your forehead, and the other one is down here under your arm. So this, obviously you can't stick it on your forehead, but you can stick this under your arm, and then for 72 hours, it's going to record your temperature every 10 seconds. Ensuite, il y a un autre vrai problème qui est posé par les essais cliniques, et auquel Medidata apporte une solution, et en fait c'est facile, c'est dans leur nom. Le problème c'est la data, la donnée. Sur un essai clinique classique, il y a une masse invraisemblable de données à enregistrer. Et c'est normal, on est quand même en train de proposer quelque chose qui va être ensuite distribué à la population et qui peut potentiellement les rendre malades. Donc c'est normal qu'on soit rigoureux. Sauf que si vous avez un moyen efficace de dématérialiser et d'organiser ces données, non seulement vous allégez le boulot des chercheurs, mais en plus, comme vous allégez ce boulot-là, vous pouvez traiter plus de données, donc vous pouvez traiter plus de volontaires sur un même essai clinique. En gros, au lieu de devoir physiquement prendre la température d'un millier de patients 3 fois par jour, vous pouvez prendre la température toutes les 10 secondes de 200 000 patients sans rien avoir à faire.
Reconnaissez que niveau volume de données, on est quand même plus sécure là. Donc si je dois résumer un essai clinique décentralisé, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un protocole qui est inchangé. Parce que la méthode reste la bonne méthode. Ensuite, ce sont des phases 1 et éventuellement 2 qui ne bougent pas, parce qu'il n'y a pas vraiment lieu de les bouger. Ensuite, c'est une phase 3 qui est décentralisée, qui donc, au lieu de toucher 5000 personnes, peut en toucher 500 000, en leur imposant le strict minimum de contraintes, ce qui fait que potentiellement, ces gens-là peuvent continuer d'aller travailler, de s'occuper de leurs enfants, etc. Le tout en fournissant tout de même un volume de données qui est bien plus exhaustif que la manière classique. Et en matière de sciences molles, plus le panel peut être grand, plus la statistique peut être fine. Toutes les données ensuite collectées donnent lieu à des analyses profondes qui permettent de vraiment bien déterminer dans quel cas le médicament fonctionne plus ou moins bien. Et pas simplement se limiter à des critères comme, je sais pas moi, la tranche d'âge ou le sexe. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire que dans les essais cliniques, on fait pas ces analyses-là et que, en gros, voilà, on sait pas faire des analyses profondes. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que dans les cas classiques, d'une, on a beaucoup moins de données à brasser, et de deux, ces analyses-là, eh ben, il faut se les palucher. Là, on est quand même sur une masse d'informations qui peuvent être collectées sans que personne, quasiment, ait besoin de rien faire. I can't give you an exact number, but the number I know off the top of my head, since the pandemic started, we have had 405 ongoing decentralized clinical trials. And we've treated, prior to the pandemic, up until now, over 1.1 million patients. Encore une fois, exactement comme pour la plateforme 3D Experience de la précédente vidéo. Medidata, ils ne soignent pas les gens, ils fournissent des outils. Le but, c'est de fournir des outils à des gens qui, eux, ensuite, vont soigner des gens. Le but, c'est de leur faciliter le boulot. C'est pour ça que je trouvais que les deux sujets étaient raccords. Voilà, et en guise de conclusion à ces deux vidéos, c'est un peu ça que j'ai envie de laisser comme message. Les vrais héros, j'aime pas du tout ce mot-là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, les vrais héros, dans ces histoires-là, en fait, ce sont les gens qui arrivent à identifier la cause d'une maladie et qui passent des années ou des décennies à chercher et qui finissent, ou pas, malheureusement, hein, ça fait partie du truc, par trouver des solutions, des médicaments, une pilule, une piqûre, bref, ce sont des gens qui soignent des gens. Et donc l'idée, c'est un peu ça, c'est ça que je disais quand je parlais de Cliff Gardner dans la dernière vidéo. D'ailleurs, la vidéo sur Cliff Gardner est toujours en lien dans la description. C'est dire à ces gens, on n'est pas capable de faire ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est beaucoup trop pointu. C'est beaucoup trop complexe, on ne sait pas faire. En revanche, on comprend que vous allez avoir besoin, pour le tester, de comprendre comment ça se comporterait physiquement dans le cœur humain. Ou alors de le tester sur 150 000 personnes. Et ça, on peut vous aider. Ce que vous faites dans vos laboratoires, on n'est pas capable de le faire. En revanche, et pour filer la métaphore, on peut souffler des tubes de verre pour vous. Ce sera déjà ça de fait que vous n'aurez pas besoin de faire. À bientôt.